pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai l'impression de vivre dans la matrice et dire 3 fois la même chose. Vous pouvez prendre un casque si vous souhaitez avoir la traduction. Et nous nous exprimerons indifféremment en anglais et en français selon les speakers. Donc pour cette dernière table ronde de la journée, nous aborderons le thème des interactions entre protectionnisme et concurrence. Et pour ce faire, nous avons donc 5 intervenants sur cette table ronde. Donc Sébastien Matoura-Parsat, que vous avez vu tout à l'heure, hein, donc toujours professeur à l'Université Antilles-Guyane. Nous avons en ligne Alastair Sutton, qui est avocat en commerce international. Alors il est connu en Nouvelle-Calédonie, par certains d'entre vous en tout cas, on a pu le voir hier soir, en particulier pour son rapport pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie concernant l'environnement régional et international du territoire qui avait été fourni en 2020. Donc, comme je disais, une citation a été sortie hier de ce rapport. On verra si Alastair nous présente sa perspective en ligne avec cette citation. Nous avons aussi, qui est avec nous là sur le podium, Jean-François Waro, qui est président de l'Université de La Réunion. En ligne, nous avons toujours Noah, qui est le directeur général du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur du Vanuatu. Et enfin, Frédéric Marty, économiste et chargé de recherche au CNRS. Donc merci et bienvenue, messieurs. C'est une après-midi très masculine, à mon exception. Donc on va commencer à nouveau par Sébastien. Et je voulais te poser la question. Alors le protectionnisme, voilà, ça fait quand même un certain temps qu'on a convenu quand même généralement que le protectionnisme c'était plutôt une mauvaise chose. Et puis on voit renaître évidemment alors Trump en particulier, mais pas que. Hein, il s'inscrit dans une trajectoire de se dire en fait finalement il peut y avoir des aspects qui sont pas si mauvais. Et donc est-ce que tu pourrais nous parler des avantages et des dangers du protectionnisme de ton point de vue? Et d'une certaine façon, en filant ensuite le raisonnement, quand on réfléchit aux différentes stratégies, qu'elles soient des stratégies plus tournées vers l'intérieur ou des stratégies d'ouverture, spécialisation, est-ce que la stratégie de substitution de l'importation a-t-elle fonctionné quelque part, enfin à ta connaissance? Et en quoi l'ouverture régionale peut-elle constituer une solution aux problématiques de la vie chère? Ou pas? Donc voilà, je te laisse la parole. Merci Pascal. Alors le protectionnisme, c'est vrai, ça revient au goût du jour et d'une certaine façon un peu inquiétant, puisque Trump, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que Trump, il s'en sert, il agite comme une arme de dissuasion et un peu de conciliation, parce qu'il essaie de faire de stratégie politique, mais bon, c'est pas le sujet. À la base, le protectionnisme, c'est surtout pour soutenir les activités industrie naissantes. La fameuse théorie qui consiste à dire qu'on va mettre à l'abri de la concurrence extérieure les industries du territoire de façon à ce qu'elles puissent grandir, s'émanciper, se développer, atteindre une certaine, pas une masse, mais en tout cas une capacité où elle pourra résister assez efficacement aux produits importés notamment. Ce protectionnisme, il revêt plusieurs, en l'occurrence, deux volets. Il y a le volet barrière tarifaire. Typiquement, là, on applique donc c'est les droits de douane, on applique des taux de taxes sur les produits importés. Une politique qui est un peu discriminante, mais aussi assez... les produits ne sont pas taxés de la même façon. Ça dépend aussi des stratégies de développement du territoire. Hein. Donc, il peut taxer plus fortement des produits qu'il considère menaçants et d'autres moins menaçants, donc moins taxés. Ça peut aussi répondre à des enjeux de santé publique ou des enjeux environnementaux. Voilà, il y a plusieurs motivations qui peuvent inciter la prise de décision sur la politique de taux. Et puis, à côté, vous avez aussi notre type de protectionnisme. C'est par les barrières non tarifaires. Donc, on le connaît ici, c'est les fameux stops, les fameux quotas. Et donc là, c'est clairement, on réduit ou on arrête l'importation de certains produits. Les deux
que ce soit les barrières tarifaires ou non tarifaires, ont des effets sur le système et ont des effets différents. Lorsque c'est une barrière tarifaire, donc le fait de mettre une taxe, ça va augmenter le prix des produits importés. Et l'augmentation des prix des produits importés, ça va désinciter la consommation de produits importés. Ça permet aussi aux produits concurrents locaux d'être un peu plus compétitifs parce qu'ils vont être, entre guillemets, préférés aux produits importés qui sont plus chers. Et donc, ça permet, en théorie, d'augmenter la production de cette activité locale. L'avantage aussi, l'autre avantage de la barrière tarifaire, c'est que ça génère des ressources fiscales pour l'État, pour les collectivités, ressources qui lui permettent de pouvoir financer sa politique économique. Alors, dans le cas des départements et collectivités outre-mer, enfin Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et puis les Antilles, la ressource reste au sein du territoire et ça a certains effets. Et puis les barrières non tarifaires maintenant, ça va créer un autre type de situation puisque ça va provoquer, comme pour les barrières tarifaires, ça va provoquer une augmentation des prix. Et ça va se jouer de la façon suivante, c'est que lorsque vous réduisez l'importation de produits ou vous arrêtez l'importation de produits, ces produits, si les produits locaux existent, ils vont prendre plus de valeur parce qu'il y a un peu de rareté qui se crée sur le marché. Et donc l'augmentation des prix va être supportée, in fine d'ailleurs, que ce soit barrière tarifaire ou non tarifaire, ça sera supporté par le consommateur en bout de chaîne. Alors si d'un côté, ce protectionnisme va dans le sens des activités de la production locale, donc ça leur permet d'exister, de soutenir leur activité, c'est le consommateur en bout de chaîne qui paie la facture de cette stratégie, puisque c'est lui qui supporte le coût, parce qu'il va payer plus cher. Lorsque c'est une barrière tarifaire, l'avantage, c'est que la collectivité qui va percevoir la recette peut reverser et compenser les victimes de ce protectionnisme. Mais lorsque ce sont les barrières non tarifaires, ce n'est pas le cas. On subit simplement une augmentation des prix qui est supportée par l'ensemble des consommateurs, même le chef d'entreprise est aussi un consommateur. Donc tout le monde va supporter cette stratégie et l'État, la puissance publique ne pourra pas corriger certaines distorsions du marché. L'idée de ce protectionnisme avait été mise en place pour pouvoir créer ce qu'on a appelé une substitution à l'importation, c'est-à-dire on va produire localement les produits qui sont importés de manière peut-être à évincer les importations. La question est ensuite de savoir est-ce que ça a fonctionné dans le temps. On se rend compte au niveau, quand vous regardez la littérature au niveau mondial, ça n'a pas fonctionné. Ça a été fait ailleurs, dans les pays africains notamment, et c'est quelque chose qui a été abandonné, ça ne fonctionnait pas. Nous, dans notre cas, avec le jeu des barrières tarifaires, on a poursuivi cette stratégie qui montre ses limites, et qui montre ses limites parce que justement, derrière, avec l'augmentation des prix, il faut la capacité pour racheter à ces prix élevés. Mais c'est là qu'on bute sur un autre problème, c'est qu'on a dans nos territoires un problème de revenus faibles. Si bien que si d'un côté on a des prix qui sont élevés, le pouvoir d'achat il est encore détérioré parce qu'on n'a pas de revenus suffisants pour consommer à plus cher. Tu m'as posé la question sur l'ouverture. C'est vrai que c'est une stratégie parce qu'on peut se demander, voilà, si on n'arrive pas à produire suffisamment localement, et puis si on importe des produits qui sont relativement plus chers, est-ce que l'intégration régionale n'est pas une issue que l'on pourrait essayer de tenter? Et c'est vrai que quand on regarde les différents territoires, que ce soit le Pacifique, l'océan Indien ou les Antilles et l'Amérique latine, nos territoires, vis-à-vis de l'Hexagone, vis-à-vis de l'Europe, ce sont des territoires qui sont relativement pauvres. On est vraiment en queue de peloton. Quand vous regardez le PIB par habitant, c'est l'indicateur clé de comparaison des niveaux de bien-être, de richesse des territoires.
On est en queue de peloton, on est parmi les régions les plus pauvres. Mais quand vous prenez chaque territoire d'outre-mer dans son bassin, on se rend compte que nous sommes en tête de peloton. Nous sommes parmi les territoires les plus riches de nos bassins respectifs. Ça veut dire que les territoires du bassin, des bassins respectifs, peuvent avoir un intérêt à échanger avec nous, puisqu'on est des territoires à haut pouvoir d'achat, relativement à notre bassin. Et on a toujours envie de faire des affaires avec quelqu'un qui a les moyens d'acheter. L'enjeu maintenant, c'est de voir comment on peut mettre en place un partenariat commercial, mais qui serait win-win. Ils ont aussi, ces territoires sont aussi victimes de la vie chère, entre guillemets. Ils subissent aussi des prix élevés. Mais cette intégration win-win à laquelle je pense, c'est de dire, parce que l'idée c'est de faire des partenariats commerciaux, donc de dire, OK, je vais importer de vos produits, comme ça vous garantit un débouché supplémentaire. D'ailleurs, j'ai les moyens d'acheter un peu plus cher, faut pas trop exagérer sur le prix, mais je suis capable d'acheter. Mais si j'achète, il faut que vous achetez de mes produits. Donc on va se mettre d'accord sur la quantité, le type de produit que vous voulez acheter de chez moi, parce que j'aurai comme ça des débouchés supplémentaires. Donc ça serait un peu ce jeu-là qu'il faudrait arriver à trouver. Dans le cas des départements d'outre-mer, la chose est un peu plus compliquée, parce qu'on ne peut pas échanger avec les questions de normes européennes qui nous empêchent, ce dont je parlais tout à l'heure, qui nous empêchent d'échanger librement. Donc l'intégration régionale, elle serait gagnante, complètement gagnante pour les territoires si on arrive à importer, donc moins cher, mais surtout à exporter et pour augmenter générer des économies d'échelle pour les entreprises locales. Tout à l'heure, tu fait comme ça et là, tu as fait tout court. D'accord. Ok, merci Sébastien. Alastair, good morning for you. And good morning. Can you hear me? Can you hear me okay? We can hear you very well. Thank you. Welcome. Excellent. Thank you. I'm sorry I'm not with you. Not physically. So we've heard yesterday and this morning from WTO representatives how they see their own role and in the current, let's say, difficult, to use an English understatement, situation for international trade. Could you provide us with your non-affiliated perspective on this, in a way, on how the WTO has evolved recently and how small economies fit into this framework, and especially when it comes to the use of protective measures, protectionist measures? I mean, I know you've been involved in the situation of New Caledonia in the past, so I think any insight you have on this would be particularly useful. And how do you perceive, sort of in a second strand of question, how do you perceive the link between international trade and competition policy? Sure. Okay, thank you very much for having me. It's a fantastic pleasure to be back in touch with New Caledonia, a place I love a lot, and I wish I had more time to come again and get to know the islands better, especially in the north and in the Île Loyauté. But listening to the first intervention, let me start really by a personal story about protectionism and liberalization of trade, because of course the WTO, ever since it was created in 1947, has been about liberalization of trade, and measures of protection such as safeguards, anti-dumping, anti-subsidies measures have been exceptions to the general rule about liberalization of trade. However, when I first came to Brussels to work in the European Commission in 1973, Europe was going through a time of tremendous protectionism, notably in textiles, but also in steel and shipbuilding. And my first 10 years, I would say, in Brussels between 73 and 83, I also served in Japan, by the way, for 5 years in the first 5 years of the 1980s, were dominated by protectionism. Europe and the United States put enormous pressure on exporting countries such as India and Brazil and many others, to limit their exports of textiles to begin with in the multi-fibers arrangement. And then in my time in Japan, I spent almost my whole time persuading the Japanese to limit their exports of cars and electronics and machine tools and videotape recorders. And
we were powerful enough, and so were the Americans, we were powerful enough to put pressure on the exporting countries, especially small exporting countries in ASEAN or in South America or in Eastern Europe, for example, to limit their exports. Did that have a beneficial effect on European textile producers? I would say, looking back now with the benefit of hindsight, it provided temporary respite, but it did not solve the problems of innovation and competitiveness. Protection was a short-term measure only for us. And the benefits which we eventually got were different. We said to the Japanese, for example, we want you to limit your exports of cars, but please come and manufacture cars in Europe. And in 1992, Toyota opened their company in England, and a few years later, they opened their company in Valenciennes. And many other companies, Nissan, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Matsushita, virtually all the major Japanese manufacturers decided to invest in Europe rather than simply exporting. The problem for New Caledonia and other small jurisdictions is that you don't have the power or the leverage necessarily to persuade exporting countries to come and invest. But investment in modern new industries with innovation is the ultimate solution to employment of young people and so on. And that there's no doubt that Japanese investment and now later Chinese investment, because where we said Japan 40 years ago, today we say China. China, please limit your exports, but please come and invest in our countries. The only problem there is, of course, we have a security risk which we did not have with Japan. So that is not an easy solution either. But coming back to your question about the WTO and small jurisdictions, I would say in my experience, first of all, the WTO is comprised of 166 sovereign states. Each state has one vote, whether you're talking about Malaysia or Liechtenstein or the United States of America or the European Union and its member states. So it is one state, one vote. What matters in Geneva is expertise, knowing the rules, knowing the system, working with other countries. There is no body in Geneva which is a formal association of small states to which New Caledonia could join. There is no institution of small states. But what you notice in Geneva is, I'm going to say, coalitions of the willing, coalitions of small countries, medium-sized countries with similar interests come together to pool their interests. And they have to do that because if you have 166 member states sitting in the room, when I was in Geneva, it was only 60 or 70 member states. Now it's 166 members. So the key thing in Geneva is working together with partners who share your interests and who, in a coalition of the willing, can work together to achieve the results you want. I would say the other thing about Geneva at the moment, which has changed completely, of course, yes, it is a crisis. The United States attitude is a terrible crisis, particularly in trading goods. I would say that Trump's tariffs, if I can say that, is destroying the benefits which we've gained over the last 80 years through tariff liberalization. But that is trading goods. The most important area today in the modern economy, especially in Europe, but also in the United States, is trade in services. And so work in Geneva is continuing. We had a recent example. 93 countries signed an agreement on electronic commerce. And when I look at the size of New Caledonia, many other jurisdictions in the WTO, size is not so important when you're talking about digital services, digital trade, electronic commerce. And there what is essential is technical knowledge, innovation,
investment, especially in young people, small and medium, high-tech industries, which could compete in the world. Trade in goods is yesterday's thing. Of course, I understand, having been to New Caledonia, I do understand the need for food security, for agricultural protection, for fisheries protection, for to ensure that the islands have what they need to feed the people, and so on. That is crucial. And in Geneva, there is no problem in a country like New Caledonia negotiating a system which provides adequate protection for domestic production, but at the same time, a welcome for inward investment in forward-looking industries, such as the digital world and high-tech industries, because that is the future. And I would say particularly draw on the expertise of France, of the European Union, and of your regional neighbours, because your regional neighbours have enormous expertise in these areas. And I think, I'm not saying that you should immediately adhere to Pacer Plus and so on, but to ignore the expertise which is at your doorstep would be a mistake. I don't know if I could perhaps stop there and answer any questions, but those are some personal reflections based on your questions. I just have one follow-up question, Alastair, because yesterday Roberta from the WTO said something that was quite similar to what you're saying about sort of services, and in particular sort of upscaling the labor force so that they can get into digital and high tech. And I'm just slightly curious that, you know, in the world where, you know, there's basically virtually only one place where this is developed, it's the Silicon Valley. Even other highly developed and industrial regions are really struggling to actually get a foothold there. I mean, the European Union is well known to be a place where we've been trying for quite some time and failing miserably repeatedly. The only one that's been able to really do something is China, with a basically, you know, a very directive way of intervening in markets, which is their own system. And so I'm just slightly curious to understand how, given the physical remoteness, that means, you know, impact on infrastructure, if anything, digital infrastructure, but also the remoteness. I mean, the fact that you need clustering typically in these industries, where you need to have the right universities, you need to have the right components. I mean, how would Caledonia actually get access to semiconductors? I mean, I'm just wondering, are we really talking about something, and also just the huge capital that you need to set up any of those activities? How realistic is that to think that that's a way of the future? Because for me, in services, you know, tourism, of course, is services, and I think tourism is something that anybody could think about. But digital services raises a whole new set of challenges with worldwide markets and the like. And so if you can just elaborate maybe a bit more on what you think about this, because it's already sort of gave me pause to think yesterday, and I'm still struggling to understand exactly how that could actually really unlock potential for small economies. Thank you very much. You know, you put your finger absolutely on the issue, and it's very easy for me to sit here. Well, it's easy for me to sit here in Brussels, faced with a European Union which has no indigenous, or very few indigenous, digital services providers. The top 7 digital services companies come from, as you say, come from Silicon Valley. And I think about 1 kilometer from where I'm sitting today, Ursula von der Leyen and her colleagues are trying to think, how do we become strategically autonomous? Those are the words, aren't they, these days, in so many areas. And I think there are only 2 ways, whether you're the European Union or whether you're New Caledonia. First of all, you need in any event to have an appropriate regulatory framework, so that companies who want to come and invest in digital services have the legal certainty to do so. Secondly, you need a system of cooperation. You're quite right. New Caledonia itself, on its own, cannot do it. It has to have confident, cooperative,
arrangements with neighboring countries. And by the way, of course, you have to build on your links with Paris, with France. France is a superb high-tech country, and so you have that link which needs to be exploited to the full. Let me mention one other area where I noticed when I was in New Caledonia that there are prospects for cooperation. In the field of medical research and medical science, I understand that your hospitals work very closely with hospitals in Queensland, for example. And there again, you need the scanners, you need the high-tech equipment to perform increasingly sophisticated medical services in your territory. It won't happen by magic. How does it happen? Well, it happens by cooperation, by inward investment, whether that inward investment comes from France, from Australia, from other kind of New Zealand countries in the region, from Japan, for example, from China. Why not, for example? So, there is no panacea at all. You're absolutely right. We all face the same challenge of facing up to American dominance in digital services. But the only way to start is with knowledge, investment in the universities, in primary education, secondary education, tertiary education. And New Caledonia can do that as well as anywhere else. But you need, because you're small and because you're isolated, the cooperation element is absolutely indispensable. Thank you. Yes, that's right. Jean-François, ça a été mentionné déjà tout à l'heure comment le domaine agricole pouvait faire l'objet d'exemptions ou de facilités dans le cadre des règles de l'OMC. On a parlé tout à l'heure, Steven du côté de Hawaï nous disait ça n'a pas de sens de faire de l'agriculture à Hawaï, le coût de la terre est trop élevé, le coût du travail est trop élevé, en fait on importe tout et puis on exporte autre chose, on utilise la terre pour faire quelque chose qui a plus de valeur. Néanmoins, cette question de la résilience alimentaire dans d'autres territoires se pose de façon beaucoup plus prégnante quand on est très éloigné d'autres bassins de production ou quand on se rend compte que quand les liens internationaux se délitent, on a beaucoup plus de mal à avoir accès à la denrée essentielle. Tout à l'heure, et Noah nous en reparlera peut-être, on a évoqué des questions de sécurité alimentaire, donc véritablement l'importation de produits qui ne représentent pas les caractéristiques nécessaires de sécurité pour les consommateurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être, Jean-François, de cette question de résilience alimentaire dans un contexte de concurrence et de protectionnisme? Du coup, comment on trouve une forme d'équilibre? Désolé, je vais essayer d'être court, mais j'arrive jamais en fait à être court. Non, l'idée, effectivement, ici, c'est de s'inscrire, en fait, malheureusement, j'aurais tendance à dire, dans l'éternel débat entre donc, commerce international et libre-échange versus souveraineté alimentaire et donc protectionnisme, parce que, effectivement, dans nos petites économies insulaires, sans protectionnisme, il est difficile de penser, en tout cas sans une forme de protectionnisme, il est difficile de penser la souveraineté alimentaire. Nous, en fait, je vais effectivement vous, on va dire par honnêteté intellectuelle, j'ai l'habitude de dire que même lorsque je ne partage pas l'idée, je la présente si derrière il y a une argumentation qui tient la route. Donc je vais simplement effectivement vous exposer un peu les deux visions qui traversent la littérature aujourd'hui pour arriver, on va dire, à une vision, notre vision, celle qu'on a développée avec mes co-auteurs, sur l'idée que la vérité se situe toujours dans le milieu, Voilà, donc quel que soit d'ailleurs le dossier qu'on aborde, les extrêmes rarement aboutissent à des solutions pérennes. Donc là c'est la même chose. Et je vais essayer de vous montrer que effectivement, ce qui doit primer pour nos petites économies insulaires tropicales, c'est la résilience alimentaire qui est en fait une combinaison des deux modèles. On reprend, on va dire, les avantages des deux modèles adaptés aux spécificités du contexte insulaire tropical. Donc là, ici, il n'est peut-être pas inutile de rappeler la définition officielle de la sécurité, parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière? Et ça permet aussi de montrer en fait que les deux modèles peuvent apporter des solutions intéressantes. Donc c'est simplement, il y a bien sûr l'accès physique, social et économique pour tous les humains à tout moment, et on oublie souvent la nourriture saine, dont la quantité consommée et la qualité, donc suffisante pour satisfaire tous les besoins énergétiques, et j'insiste, les préférences alimentaires des populations.
Et on verra que, notamment, l'autonomie alimentaire permet d'apporter une réponse à ça, même si elle n'est pas parfaite. Alors, bien sûr, donc, la première idée qu'il faut retenir ici, c'est bien sûr le recours au commerce international est fondamental pour une petite économie insulaire, même si les travaux montrent aussi que la position extrême en faveur du libre-échange est devenue aujourd'hui intenable. Voilà, donc, je ne vais pas rappeler tous les travaux, mais même Roderick montre qu'on est incapable aujourd'hui, par la science économique, de prouver la supériorité du libre-échange, et qu'on est même capable, en changeant quelques petites hypothèses dans le modèle, à montrer que ça peut déboucher sur des situations défavorables. Bon. Ce qui ne veut pas dire, et Krugman le rappelle, ce qui ne veut pas dire qu'il faut basculer dans l'autre extrémité, puisqu'on a aussi des inconvénients relativement importants. Donc là, l'idée, c'est effectivement de partir en fait de ce point de départ qui là est quasiment unanime hein, chez les chercheurs en sciences économiques spécialisés sur les petites économies insulaires. Sébastien l'a rappelé, donc je ne vais pas développer ces fameux handicaps structurels qui frappent nos économies et qui nous conduisent en fait à évoluer tous les jours dans une situation de vulnérabilité structurelle forte, hein, à la fois sur le plan économique et écologique. Et bien évidemment, cette caractéristique en fait limite très fortement toute perspective de développement par l'industrialisation, que cette industrialisation passe par les exportations ou par les imports substitutions. Bon. Alors, donc, c'est bien évidemment le sous-développement de ce secteur industriel, et ça, c'est présent quasiment dans toutes les petites économies insulaires, quel que soit d'ailleurs on va dire le rattachement, la métropole de rattachement ou que cette économie soit souveraine ou affiliée, on retrouve quasiment partout une dépendance structurelle aux importations. C'est comme ça. Et en fait, ce que la littérature montre, c'est que en fait, il faut effectivement, dans la mesure où il existe un niveau d'importation incompressible, hein, ça va être compliqué de renoncer entièrement aux importations, et il faut être capable de promouvoir le libre-échange pour permettre justement à la demande locale d'accéder à des biens produits plus efficacement ailleurs, en plus grand nombre et avec des prix plus bas. C'est le message qui est donné. Et certains auteurs, d'ailleurs des gens que vous connaissez bien puisqu'ils appartiennent à votre zone géographique, qui sont d'ailleurs de très bons chercheurs, il y a un néo-zélandais qui s'appelle Bertram et un polynésien qui s'appelle Poirine, et qui effectivement ont montré en fait que finalement la question c'est pas de savoir s'il faut choisir entre libre-échange et protectionnisme. En fait, il faut en fait sélectionner quelles ressources mobiliser pour pouvoir payer cette facture d'importation qui est incompressible. Bon. Et donc il faut être capable, et là aussi la théorie, notamment celle de la théorie de la base, nous dit qu'il y a plusieurs possibilités, mais des possibilités de toute façon ancrées dans le côté externe, hein, donc associées à une rente externe, que celle-ci soit associée à des exportations de marchandises, du tourisme, des services financiers, et là j'insiste, des services non marchands stratégiques. Et nous, notamment les Outre-mer, nous sommes en plein dedans. Alors je profite pour casser une idée reçue. Enfin, moi, je trouve que ça commence à devenir insupportable d'entendre ça. Nous ne sommes pas des territoires assistés parce que nous recevons plusieurs milliards d'euros de transferts publics chaque année. Sébastien l'a très bien rappelé tout à l'heure, une partie de ces transferts repartent tout de suite sous forme d'importation vers l'Hexagone. La Réunion, c'est 3 milliards. Hein. Donc on reçoit à peu près 8 milliards de transferts en net, parce que nous payons aussi des impôts, hein, nous contribuons aussi, donc en net. En transfert public net, c'est à peu près 8 milliards. 3 milliards repartent immédiatement sous forme d'importation vers l'Hexagone. Donc il reste 5 milliards. Et il me semble quand même qu'un territoire comme la Réunion, mais c'est valable pour la Nouvelle-Calédonie, pour tous les territoires des DOM et des COM, il me semble que nous rapportons bien plus à la nation sous forme de services non marchands stratégiques, que ce soit les zones économiques exclusives que nous offrons à la nation, deuxième puissance maritime mondiale, grâce aux Outre-mer. Hein. Sans Outre-mer, ça ne tient pas. La présence militaire, oui, la présence militaire, s'il n'y avait pas les territoires d'Outre-mer, il faudrait acheter des porte-avions, ou il faudrait payer des royalties aux territoires souverains pour pouvoir placer une base navale. La recherche, nous sommes à la pointe dans un certain nombre de recherches, nous sommes des laboratoires vivants, que ce soit sur l'énergie, la santé, la biodiversité, enfin... Voilà, je ne vais pas tout développer. En santé, nous, à La Réunion, on a la chance d'avoir un CHU qui rayonne en fait, sur toute la région et qui permet d'accueillir en fait, même tous les Français expatriés de la zone océan Indien. Donc, voilà, quand on commence à additionner tout ça, le seul tort qu'on a, en fait, c'est qu'on a encore été incapable de mettre une valeur sur ces services que nous rendons à la nation. Et moi, je peux vous garantir que ça dépasse très largement les 5 milliards d'euros pour La Réunion. Et pour la Nouvelle-Calédonie, ça doit être à peu près la même chose. Voilà. Donc, il faut être capable de mobiliser cette rente externe.
Alors, et malheureusement cette spécialisation dans la rente externe, quelle que soit d'ailleurs la rente qui est sélectionnée, quel que soit le modèle sélectionné, ça aura tendance à renforcer en fait cette dépendance par rapport aux importations, puisque là aussi, je ne développe pas parce que tu as très bien développé le phénomène de Dutch disease, du syndrome hollandais. Oui, parce que dès l'instant où il y a effectivement, d'ailleurs, et pour le tourisme, ça se vérifie aussi, pour les transferts financiers, bien sûr, et quand vous avez un secteur qui est en plein boom, ça entraîne en fait dans l'économie locale des effets inflationnistes, donc à la fois sur les prix et les salaires, qui finissent par contaminer l'ensemble des secteurs et réduire davantage encore la compétitivité prix des secteurs exposés à la concurrence internationale. Donc qui finissent par disparaître s'il n'y a pas un minimum de protection. J'aurais tendance à vous dire, après, il y a aussi un choix de société. Voilà, j'y reviendrai après. Donc, bien évidemment, le libre-échange apporte aussi à nos économies d'autres avantages, puisque le recours aux importations, c'est aussi des importations de biens intermédiaires. Ça profite aussi à la production locale, ça. Je veux dire, plus on a des biens intermédiaires variés qui rentrent dans notre économie, plus ça génère effectivement des effets de diffusion technologique, des gains de productivité, avec des effets variété, qualité, apprentissage, qui permet aussi d'augmenter, en tout cas, de gagner en croissance économique. Bien sûr, l'ouverture des marchés réduit le pouvoir des marchés des offreurs, surtout sur des économies où effectivement on a des formes de concentration relativement fortes. Ça permet de gagner en économie d'échelle. Et enfin, c'est le consommateur bien sûr qui est gagnant, puisque plus des biens plus nombreux et plus diversifiés, ça permet d'augmenter le surplus du consommateur. Alors bien évidemment, vous voyez où je veux en venir, tout ça c'est bien. Sauf que la littérature a aussi montré que le libre-échange peut entraîner des conséquences assez fâcheuses pour nos petits territoires insulaires tropicaux. D'abord, et d'ailleurs ça se vérifie, c'est-à-dire que nous faisons partie des territoires, en global, des plus ouverts quasiment du monde, lorsqu'on prend le ratio importation sur PIB. Pas exportation, importation sur PIB. Et donc ça, bien évidemment, ça augmente notre exposition aux chocs internationaux. Voilà, donc que ce soit les crises, et on a vu, et d'ailleurs la réflexion elle a été renouvelée justement suite à la crise du Covid, à la crise ukrainienne, où effectivement on a vu revenir cette instabilité des prix sur les marchés mondiaux qui s'est transmise avec force sur nos territoires. Donc effectivement il y a cette dépendance extrême au commerce international. Ça peut avoir des conséquences directes en termes d'instabilité des prix et de rupture d'approvisionnement. À La Réunion, on a failli le vivre, ça, ces ruptures d'approvisionnement pendant le Covid notamment. Ça a été compliqué. Bien sûr, l'incitation pour ces territoires à se spécialiser, c'est la théorie même du libre-échange, c'est la spécialisation selon les avantages comparatifs. Alors, malheureusement, nos avantages comparatifs, jusqu'à présent, ne figurent pas sur les secteurs à haute valeur ajoutée ou à contenu hautement technologique. On voit bien, je crois que tu l'as cité tout à l'heure, on est encore sur le sucre, en tout cas l'exportation, le sucre, la banane, le café, le copra aussi, il me semble, le rhum c'est un petit peu plus évolué quand même. et ça, en fait, ça s'est fait au détriment des cultures vivrières. Bon, jusqu'à présent, il me semble qu'on ne survit pas avec du sucre et de la banane et du café. Par contre, les cultures vivrières, ça peut un peu aider quand même. Bien sûr, l'apparition de situations sanitaires graves. Pourquoi ? Parce que les aliments importés, malheureusement, ne sont pas forcément les meilleurs aliments pour la santé. Des aliments très souvent transformés, riches en sucre, en sel, en matières grasses. L'IRD a mené une étude très poussée là-dessus. Et on voit bien on peut trouver des liens, notamment avec les populations qui souffrent d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle, enfin tout un tas de maladies chroniques liées à l'alimentation et peut-être favorisées, bien évidemment, par cette dépendance extrême aux importations. L'absence, bien sûr, c'est un vrai problème, d'effets d'agglomération et de localisation qui nous privent en fait des activités à rendement d'échelle croissant au niveau de l'économie. Et quand on combine isolement et absence des rendements croissants, malheureusement, on se rend compte qu'un pan entier en fait, de nos économies reste inactif, tout simplement parce que ces secteurs ne sont pas compétitifs, même en présence de coûts de transport et de coûts au commerce. Ça reste encore, nos économies restent encore très largement non compétitives par rapport aux importations, ce qui fait que s'il n'y a pas un minimum de protection, ces secteurs en fait restent inactifs et ne fonctionnent pas.
Alors bien sûr, on a accusé le libre-échange de gestion non durable des ressources naturelles avec une empreinte écologique très forte, notamment liée au transport maritime, ce qui n'est pas forcément faux. Creusement des inégalités, je l'ai un peu dit, lorsqu'on est amené à se spécialiser sur des secteurs malheureusement à faible valeur ajoutée, ça crée des inégalités entre territoires, mais aussi au sein des territoires. Et puis de toute façon, j'aurais même tendance à vous dire, pour que le libre-échange fonctionne au niveau multilatéral, il faudrait déjà que ce multilatéralisme fonctionne. Et sur le volet agricole, il me semble que ce n'est pas du tout le cas, et que justement, si les négociations sont bloquées, c'est en partie à cause de la question agricole. Et de toute façon, toutes les grandes puissances agricoles du monde protègent leur agriculture, en commençant d'ailleurs par l'Union européenne. Donc, ce qui nous amène au deuxième point. Donc, effectivement, si le libre-échange n'est pas totalement satisfaisant, est-ce que pour autant on doit aller vers la souveraineté alimentaire totale ? Alors, même si effectivement cette idée peut paraître assez séduisante, malheureusement, elle reste quand même inaccessible pour un petit territoire insulaire tropical. On l'a dit, on l'a déjà un petit peu rappelé tout à l'heure. Oui, alors des éléments, pourquoi elle est séduisante? Parce qu'il y a quand même des éléments assez intéressants que la littérature en tout cas mobilise. L'aspect démocratique, ça peut paraître symbolique, mais c'est important quand même à ce moment de pouvoir donner une opinion sur son système alimentaire. Voilà, donc c'est le droit des peuples et des États souverains à élaborer démocratiquement leur politique agricole et alimentaire. Et en plus, dans un environnement où l'empreinte paternaliste, tu disais le colonialisme extractif, est encore bien présente. Voilà, donc c'est une dose de démocratie sur le plan alimentaire, ça ne peut pas faire de mal. Bien sûr, l'aspect économique, puisque satisfaire les besoins alimentaires à partir de sa propre production intérieure peut réduire la dépendance aux importations et les effets pervers associés, donc l'instabilité des prix et les ruptures d'approvisionnement lorsqu'il y a des crises internationales. Il y a bien sûr un aspect stratégique. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, malheureusement, nous ne disposons pas beaucoup d'avantages comparatifs. Et donc, il peut être intéressant d'aider les entreprises locales à se différencier, j'y reviendrai après, par rapport aux concurrents étrangers. Et ça, il faut mettre en place une politique commerciale stratégique, attention, bien conçue. Voilà, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, mais si ça peut permettre à nos entreprises de se différencier et d'obtenir un avantage compétitif, à ne pas confondre avec l'avantage comparatif, ça peut être une idée intéressante. Bien sûr, l'aspect sociologique, puisque l'offre alimentaire, quand elle est produite localement, elle s'adapte aux spécificités des populations insulaires, et donc elle permet d'apporter une réponse, notamment au maintien de l'héritage culturel, donc, ce qui n'est pas à négliger. Et bien sûr, quand on produit localement, il n'y a pas de transport, et donc on réduit les émissions de CO2, et donc ce qui permet aussi de réduire l'impact carbone, l'empreinte carbone des territoires. Alors, je vous disais, oui, je sais, je dois exploser déjà le temps, certainement. Donc, je passe, pas encore. Donc, quelques éléments négatifs pour ensuite arriver très vite à ma proposition. Donc, oui, il y a aussi, malheureusement, on l'a insisté tout à l'heure, il y a cet élément structurel qui fait que nous ne pouvons pas tout produire, malheureusement, et donc une stratégie rigide d'autonomie alimentaire exposerait le territoire à la variabilité de la production, là aussi avec des conséquences en termes de pénurie et de prix élevés. Je passe rapidement. Donc le protectionnisme, malheureusement, aussi peut impacter négativement le surplus du consommateur, puisque ça réduit en fait la variété des biens qui arrivent sur le territoire et peut-être aussi avec un surcoût. Et là, moi, j'insisterai plutôt sur ce point-là. C'est que les décideurs politiques, malheureusement, ne disposent pas de toute l'information indispensable pour mener cette politique commerciale adéquate. Donc, ils ne disposent pas forcément de tous les outils nécessaires pour avoir une bonne perception de tous les détails de la structure de marché, encore plus lorsque ces marchés, comme chez nous, sont structurés selon des monopoles ou des oligopoles. Et donc, les décideurs peuvent très bien en fait, se tromper sur les secteurs qu'il faut protéger et bien sûr sur la nature et le montant de l'intervention. Donc, il y a un risque de protection inefficace, soit par la relance de secteurs peu compétitifs, soit par des avantages accordés aux intérêts de quelques-uns au détriment des populations. Bon. Donc ça, c'est un élément. Et puis là, bien sûr, l'élément environnemental, puisque la spécialisation, malheureusement, dans les cultures de rente et minières, vous êtes bien placé pour le savoir, a fini par contaminer nos sols. Je crois qu'ici, c'est les métaux lourds, si je ne me trompe pas. Malheureusement, en Guadeloupe et en Martinique, c'est la chlordécone. À La Réunion, c'est glyphosate. Donc les sols sont contaminés. Très compliqué de se lancer peut-être dans une autonomie alimentaire de grande envergure. Donc tout ça pour vous dire que ni le libre-échange, ni
ni l'autonomie alimentaire ne peut apporter en fait des réponses satisfaisantes à notre enjeu ici, qui est la sécurité alimentaire de nos populations. Et donc le concept que nous avons développé avec mon équipe, c'est celui de résilience alimentaire, qui vraiment est un équilibre entre les deux modèles. L'idée, bien sûr, c'est de construire un système alimentaire suffisamment flexible pour maximiser les avantages de l'autonomie alimentaire en réduisant les risques associés à la restriction des échanges ou à une dépendance excessive au commerce international. Donc ici, l'idée, c'est de proposer un système alimentaire capable de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations, et j'insiste, de toute la population, pas que d'une partie, en fonction des habitudes alimentaires et des ressources naturelles du territoire. Bien sûr, il faut que ce modèle soit économiquement, socialement, écologiquement viable et résistant aux chocs externes. Alors, juste quelques éléments qui définissent ce modèle de résilience alimentaire. On pourra y revenir ensuite. Je ne sais pas combien de temps il me reste. D'ailleurs, j'explose, pardon. Bien sûr, le premier élément, c'est l'extension, la diversification du secteur des cultures vivrières traditionnelles, fruits et légumes tropicaux, l'élevage aussi, et bien sûr l'agroalimentaire. Là, l'idée, en fait, c'est quoi? J'insiste bien, l'idée, c'est pas de renoncer aux importations. L'idée, c'est de réduire ce niveau incompressible des importations au maximum. Voilà. Et de permettre, bien évidemment, toujours une concurrence, mais en permettant à la production locale d'exister. Et pour permettre à cette production locale d'exister compte tenu des nombreux handicaps structurels, et donc pour défendre un certain niveau de compétitivité, il faut effectivement mettre en place une politique commerciale stratégique. Et j'insiste, plutôt par les taxes à l'import que par des mesures quantitatives. Et surtout les taxes aussi, vérifier qu'elles ne soient pas prohibitives. L'économie circulaire, j'insiste, très important, donc système alimentaire circulaire. Ça apporte, je crois que on a un peu parlé de ça tout à l'heure, donc c'était d'insister sur la proximité, faire des circuits courts, réduire le nombre d'intermédiaires. Oui, donc c'est effectivement l'économie circulaire, en fait, elle peut apporter des réponses à plusieurs problèmes liés au libre-échange notamment. Déjà l'empreinte, effectivement, lorsqu'on évite de gaspiller, lorsqu'on réussit à réutiliser des déchets pour faire des matières premières pour d'autres secteurs, on réduit aussi les émissions de CO2. L'idée, c'est de rapprocher le producteur du consommateur, donc on évite aussi les étapes intermédiaires. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est de valoriser les pertes et gaspillages alimentaires en dons. Ce n'est pas suffisamment fait. Donc pour les acteurs d'aide alimentaire, je ne sais pas trop si c'est développé les associations d'aide alimentaire ici. Je sais qu'à La Réunion et aux Antilles, ce n'est pas suffisant. On est très très en dessous de la moyenne nationale, et alors qu'on est sur des populations très précaires et qui ont un accès un peu compliqué à une alimentation saine. Donc la valorisation de ces gaspillages pourrait permettre effectivement d'apporter une réponse. L'intégration régionale, donc on peut faire une dose d'autonomie alimentaire sans renoncer à l'intégration régionale. Donc l'intégration régionale, bien sûr, à la fois pour réduire les distances des marchés d'approvisionnement et d'exportation, Philippe l'a dit, je crois, tout à l'heure, et pourquoi pas, d'ailleurs, se poser la question de ce modèle de résilience alimentaire à l'échelle régionale plutôt qu'à l'échelle locale. Alors là se posent deux questions importantes, le choix des spécialisations. Qu'est-ce qu'on doit, sur quel produit agricole on doit se spécialiser, et bien sûr l'harmonisation, là je pense que vous êtes très bien placé pour en parler, l'harmonisation des règles et des normes, avec des territoires qui malheureusement ne sont pas toujours exemplaires en termes d'état de droit et de corruption, et de lutte contre la corruption. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Donc moi, j'ai une proposition concernant les choix de spécialisation. Nous n'avons, je ne pense pas, le choix puisque nous sommes structurellement handicapés par les coûts de production. Donc il nous faut nous détacher en fait de cet argument compétitivité-prix. C'est bien sûr plutôt un soutien au développement des marchés d'exportation de niche à plus forte valeur ajoutée. Et j'insiste, dans une logique de différenciation, nous devons être capables de nous différencier, de nous rendre indispensables sur des marchés de niche. Ça, c'est de la recherche-développement, c'est des appellations d'origine contrôlée, c'est des labels, c'est de la bio. Bon, voilà, et donc il y a plusieurs façons. Et je prendrai juste un petit exemple sur la vanille pour la Réunion. Donc on est, alors juste à côté de nous, il y a Madagascar qui est un gros producteur de vanille. Pendant longtemps, notre production a été étouffée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une appellation, la vanille bleue, qui est devenue une vanille de très très grande qualité. Et aujourd'hui, effectivement, tous les grands restaurants parisiens s'arrachent notre vanille bleue parce qu'elle est considérée comme un produit de très forte valeur ajoutée. Donc, on est sur le même produit, mais finalement, ce n'est pas le même produit, parce qu'on l'a différencié. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on rentre dans cette logique-là.
Et puis la mise en place d'une véritable politique de la concurrence, hein, je pense que c'est essentiel pour surveiller et réglementer les structures de marché internes. J'insiste, nous n'aurons jamais des marchés en situation de concurrence pure et parfaite sur nos territoires, parce qu'ils sont beaucoup trop petits. C'est des territoires qui d'ailleurs n'intéressent pas les grandes enseignes nationales. Comme vous le savez, on retrouve toutes les enseignes nationales ici, mais sous forme de franchise. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des marchés qui ne sont pas porteurs pour les grandes multinationales, hein, les grandes firmes européennes et internationales. Et en plus, il faut vraiment connaître le marché hein, pour pouvoir dégager des rendements intéressants. Donc là, ça suffit. Et je finis juste par un dernier truc, parce que c'est important. J'insiste sur mon volet. Je dis que ça doit profiter à tous, sinon on n'est pas dans la sécurité alimentaire. Et donc il y a aussi nécessité d'instaurer un système fiscal de redistribution avec beaucoup plus de progressivité pour lutter contre les inégalités fortes. C'est le cas dans tous les Outre-mer. Nous sommes tous traversés par des inégalités de richesse relativement prononcées, ce qui d'ailleurs est un problème d'accès à une alimentation saine pour une partie de la population, une partie significative des populations insulaires. Donc qu'est-ce que je propose? C'est bien évidemment d'introduire on va dire un système permettant d'aller ponctionner sur probablement les 5% les plus riches de ces territoires, où la richesse est soit historiquement construite, soit effectivement, on ne parle pas suffisamment peut-être de la surrémunération, c'est aussi une source d'inégalité de répartition de la richesse, alors qui n'explique pas la vie chère, hein, j'insiste, mais qui explique les inégalités de revenus. Bon. Mais effectivement, on peut très bien aller prendre un petit peu plus et je suis le premier concerné, hein, donc ça ne me pose aucun problème de le dire, voilà, donc d'aller prendre un petit peu plus sur effectivement cette partie des revenus, des hauts revenus, pour redistribuer en fait. Après, il y a différentes possibilités pour le faire. Hein. Est-ce que c'est un transfert de revenus ou est-ce qu'on finance des activités d'accès à l'alimentation? Enfin, voilà, il y a un certain nombre de déclinaisons qu'on pourrait avoir, mais c'est important de penser aussi à cette répartition des richesses si on veut avoir un système alimentaire solide et socialement viable. Voilà, je m'arrêterai là. Merci, j'ai été beaucoup trop long, mais c'est une habitude, désolé. Merci. Je vais carrément applaudir. Noah, may I turn to you? Noah, you there? I'm listening, sorry. Yeah. I was wondering, so what sort of mechanisms have you set up to protect the strategic sectors in Vanuatu? And I think the sectors of the kava, copra, and cocoa are particularly mentioned in this space. And in what way have you, or have you not, maybe taken into account the competition implications of protecting such sectors? Well, thank you for the question. And I think it comes back again to the point that Alistair highlighted earlier, that as a WTO member, I think it's good to ensure that some of the sectors that you think that they are very unique to the economy of the country, you can actually look at how you protect them. So when we were negotiating a WTO accession, I think some of those sectors that we want to keep it as for ensuring that our people can, venture into businesses. I mean, you mentioned kava, coconut, cocoa, but also I can take the example of fisheries. Those are the sectors that we still have policies that do ensure that you cannot venture into that unless there will be an amendment of the policies in place so that they can go into the sector. For instance, take the example of kava. We have kava bars that since the WTO accession in 2012, that still allows only locals to actually have the kava bars instead of having bigger investment coming from outside. I think that's something that we can still say that we are proud of, but is now coming to, and as I said, Vanuatu is very open in terms of its market. And we can see a lot of competition coming in now in terms of attracting investment from other partners, for instance. Like you take the example from a citizenship perspective, you can become
citizens of Vanuatu just when you apply for citizenship, and then you can venture into the businesses. So I think that's something that is an issue for us, that we need to look at how we work on our legislations and policies to still have protections within the countries. But then it comes back again to the rules, multilateral rules in the WTO. How are we reporting back to the World Trade Organizations in ensuring that whatever that we are doing in the country, and in particular when it comes to subsidies, we have to submit to the WTO notifications, obligations that we are putting a lot of subsidies in that sector, in particular, for instance, when it comes to fisheries or coconut or cocoa. And I think one of the example that we can give is during the COVID pandemic, there were a lot of subsidies that the government has actually provided to those agricultural sector, to ensure that, for instance, you take the example of kava, 25,000 households depend on kava. And that's where, subsidies goes into it, fisheries, for instance, as well, and also coconut, because it's a sector that we are still, heavily producing. The challenge for us is that to ensure that we value add in the country, I think that's something that really we will need public-private partnership, PPPs arrangements, or joint ventures, for instance. I think that's where the policies are now being developed, so that whoever that comes in, we still have that opportunity that the locals can hold percentage in that investment, but also having businesses to come, like, for instance, maybe in the future we'll have Nestle or one of the big companies that produce chocolates, or even productions on coconut milk or something like that. But as I said, the policies are there, but with the openness of the market, and now a lot of investment coming in the countries, it's a challenge that the government has to look at in terms of protecting the local industries. I think one of the points that we highlighted earlier is how we support infant industries, and having a transitional period, as we are now venturing into partnership agreement with the European Union. So by, I think, after the summer break, we'll have Vanuatu acceding to the economic partnership agreement with the EU. One of the provisions within the economic partnership agreement is that the infant industry. How are we going to support the infant industries to make sure that the production is within the country, and we value add and export the product? The challenge that we're still facing is that most of the product that we are talking about is that exported raw and not value added or finished products. So I think that's one element where we really need to do more work on it, and that's why I think comes back into the point Alistair highlighted earlier, is cooperation, partnership, and having the region, and in particular Australia, New Zealand, or even New Caledonia, to partner on those sectors. It will help us well in terms of value addition and export, for instance. So yes, I think I'll stop there, and if follow-up questions, we can discuss further on that. Thank you. And you've actually mentioned in your earlier presentation, Noah, and in this one, the matter of the direct investment in the country, which in a way is a fairly different form of concern to the one about the typical tariffs, like, how do you protect from direct imports? What you're saying is, well, but sometimes the investment itself could actually create some challenges within the country's economy by displacing local investment or creating challenges in terms of distribution. And in fact, that leads me to Frédéric's points that, Europe, I mean, not that we'll go back to Alastair's 1970s story on protectionism, but had become, at least, I think, probably, apart from agriculture, very free trade.
But we've adopted in 2023 a new regulation on foreign subsidies. And maybe, Frédéric, you can tell us a bit more about the context of that and how, in a way, it's a different form of protectionism that we've been seeing, and what's the objective behind, and what sort of effect can we expect from such a form of protectionism? Merci infiniment, Pascal. Je vais embrayer en français. Oui, si tu as raison. Si Pardon, moi, je suis partie. Il vaudra mieux vu mon anglais. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pour l'organisation de cette conférence, et également l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui vous accueille en ses murs. Alors, ne croyant pas trop à ma capacité à m'autoréguler, Pascal, n'hésite pas à m'interrompre si je suis trop long. N'hésite pas à le faire par la voix. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un peu une sorte de renversement d'une tendance d'assez long terme, qui était une tendance à la double ouverture. Ouverture des marchés au point de vue international, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit des barrières tarifaires ou des barrières non tarifaires. Cette ouverture au niveau international se doublait aussi d'un recours au multilatéralisme, je pense notamment à l'OMC avec l'organe de règlement des différends, et à ce mouvement d'ouverture des échanges extérieurs répondait un mouvement d'ouverture interne par l'application des politiques de concurrence. Ça a été dit il y a un tout petit instant, on avait ce double phénomène. Or, ce double phénomène d'ouverture connaît à l'heure actuelle, j'allais dire, un coup de frein, une possible inflexion. Au niveau international, tout d'abord, on a eu l'occasion d'en parler, les incertitudes sont plus fortes que jamais, on voit revenir la thématique des barrières tarifaires, des tarifs douaniers, qui semblaient renvoyer à un passé très très lointain, et donc ça correspond à ce que notre collègue Oren appelle une ère néo-mercantiliste, une ère de repli vers des espaces régionaux ou à lien avec tel ou tel pays. Dans ce même temps, au-delà de ce refermement au point de vue international, on a aussi un retour, alors il est peut-être souhaitable, vers des arguments de politique industrielle, vers des arguments de souveraineté. Alors pourquoi dans les deux cas, les questions sont les mêmes, c'est-à-dire des questions de résilience, des questions de sécurité, on a parlé tantôt de sécurité alimentaire, des questions de souveraineté et notamment de sécurité nationale, on a parlé tout à l'heure des zones économiques exclusives, on pourrait ouvrir ça à, j'allais dire, des technologies critiques, des ressources critiques et même des arguments de sécurité extérieure et intérieure, et aussi, dans ce même temps, la reconnaissance que le commerce international peut être stratégique. Et à partir de là, il est tout à fait légitime de protéger certaines industries, des industries critiques, des industries dans l'enfance, on en a parlé aussi également, et donc il y a ce périmètre d'intervention tout à fait légitime dans le commerce international. Dans le même temps, même mouvement du côté interne, eh bien, on a toujours reconnu, mais on doit reconnaître encore plus à l'heure actuelle, qu'il peut exister des imperfections de marché, des handicaps structurels, mais aussi des défaillances de marché qui appellent légitimement une intervention. Ces défaillances de marché, ça peut être des réponses à des chocs externes, des problèmes d'asymétrie d'information, ainsi de suite. Donc, à nouveau, il y a une place pour l'intervention. Problème, l'intervention peut créer, j'allais dire, des problèmes externes, parce que ça fragmente le commerce international, et des problèmes internes, parce que ça génère des phénomènes de capture, ça peut générer des inefficiences. Donc, la difficulté que nous avons, elle est quand même universelle, mais elle se pose avec une acuité particulière aujourd'hui, ici et maintenant, c'est un problème de contrôle de la nécessité de l'aide, de la proportionnalité de l'aide. Et là, on revient à de vieux classiques, on revient au bon vieil adage ordolibéral, État, marché autant que possible, État
autant que nécessaire. C'est-à-dire il faut garantir qu'une intervention est nécessaire, qu'elle est proportionnée à son objectif, qu'il n'y ait pas de surcompensation, et ensuite que cette intervention soit incitative, c'est-à-dire qu'elle ne se prolonge pas ad vitam aeternam. Et donc ça peut compter à la fois dans l'ordre interne, au niveau d'une politique industrielle, d'une politique de concurrence, mais aussi dans l'ordre externe, au niveau des règles de protection des marchés. En fin de compte, quand on dessine cet ensemble, on est très proche du cadre très très classique des aides publiques. C'est-à-dire, en gros, quand on accorde une aide d'État, qui n'est pas interdite per se par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il faut justifier que cette aide d'État est nécessaire, quel est le meilleur instrument pour résoudre la défaillance de marché, qu'elle est proportionnée à cet objectif, et qu'ensuite elle a un effet incitatif. Eh bien, peu ou prou, qu'on parle d'intervention en politique industrielle, d'aide d'État ou de protection de marché, on a la même logique. Alors cette logique, comme tu l'as indiqué, Pascal, on peut la voir à deux niveaux. Premier niveau, c'est au niveau européen, avec la promulgation, il y a de cela 2 ans, avec du règlement sur les subventions étrangères. Ensuite, deuxième niveau, c'est au niveau britannique, avec le Subsidy Control Act de 2022, qui reprend un peu la même logique au niveau d'un État, mais qui est très intéressante pour nous, à ces tonnes. Alors, dans les 4 minutes qui me restent, mon introduction est très longue, comme à l'accoutumée, je vais aborder successivement le FSR, donc le règlement sur les subventions étrangères, et le Subsidy Control Act britannique. Alors, le FSR, en fin de compte, s'inscrit dans la continuité du règlement sur les investissements étrangers de 2019. Le règlement sur les investissements étrangers visait à protéger des industries stratégiques, à gérer des déséquilibres, mais sur une base qui était celle de l'article 207 du traité. Alors je ne suis pas juriste, n'hésitez pas à me corriger si je commets une erreur. Et donc ça, c'est vraiment la politique commerciale extérieure, la possibilité de mettre en œuvre des contre-mesures, ainsi de suite. Ce que nous apporte le règlement sur les subventions étrangères, c'est un appui à la fois sur cet article 207, mais aussi sur notre bon vieux article 114, qui est relatif au marché intérieur. En gros, quand on a un marché intérieur, comme le marché européen, le problème, c'est qu'on peut avoir des aides d'État qui peuvent déséquilibrer ce marché intérieur, qui peuvent le fractionner. Ça peut conduire à des phénomènes de course à la subvention des États, voire des collectivités locales qui font des surenchères pour attirer telle ou telle entreprise, avec un effet net qui est au mieux nul, au pire négatif, ou alors tout simplement des stratégies de capture de rente par les entreprises. Le profit est tout à fait légitime, la rente ne l'est pas. Donc, au niveau intérieur, d'une certaine façon, l'encadrement des aides d'État vise à garantir cette discipline. Reconnaître que l'aide est nécessaire, mais la limiter. Eh bien, le FSR vise à peu près le même objectif, mais par rapport à nos partenaires extérieurs. C'est éviter que des entreprises qui bénéficient de soutien de par leurs états d'origine ne puissent fragmenter, déstabiliser le marché intérieur. Et donc, c'est un balayage, un screening qui va être fait sur un certain nombre de modalités d'intervention. Participation, aide sur des marchés de biens et services. On parlait de véhicules chinois, électriques ou autres, de panneaux solaires, ainsi de suite. Prise de participation dans des infrastructures critiques, et là on rentre dans la question des marchés publics, des concessions, des partenariats publics-privés dont on parlait tout à l'heure, mais là sur les infrastructures, et ensuite en matière de contrôle des concentrations. Éviter qu'un État tiers prenne le contrôle d'une entreprise stratégique, d'une entreprise qui gère une infrastructure critique, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple tout simple sur le règlement sur les subventions étrangères. La première décision, ou une des premières décisions, mais je crois que c'était la première,
n'a pas mis en cause une entreprise chinoise, comme on aurait pu l'imaginer au début, mais une entreprise émirati, donc des Émirats arabes unis, qui allait acquérir un opérateur de télécommunications dans l'Europe centrale, je ne dis pas l'Europe de l'Est, parce que c'était la Tchéquie, non pas la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, et donc se poser la question, j'allais dire, de garantie apportée par l'État d'origine et qui ne plaçait pas l'entreprise acquéreuse dans les conditions qui sont celles d'un investisseur normal en économie de marché. Donc vous voyez, c'est un élément qui permet d'éviter les déstabilisations tout en offrant un cadre juridique clair, lisible, et qui est d'autant plus intéressant qu'il est d'une certaine façon calé un peu sur les politiques de concurrence. On connaît les procédures. La règle est lisible, son application est prévisible, et les décisions sont susceptibles de recours. Bon, ça s'appelle la sécurité juridique et l'état de droit, mais c'est ce vers quoi il faut tendre sans arrêt. Deuxième application, et là je vais être plus court parce que je vois que je parle déjà beaucoup, trop vite et trop, c'est le mécanisme qui a été mis en place au Royaume-Uni sur le contrôle des subventions. Alors, très très rapidement, hein, le Royaume-Uni avait eu, dans les années 60-70, une longue histoire de politique industrielle axée sur des subventions qui avait eu une efficacité relativement contestable. Donc, en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni avait déjà en interne besoin d'un instrument, j'allais dire, de contrôle des aides publiques à l'intérieur du Royaume-Uni. En plus, il y a l'accord avec l'Union qui conduit, pour avoir une concurrence à égalité des armes, level playing field, d'une certaine façon, de faire ce contrôle. Et ce contrôle est très intéressant, quand bien même le contexte est très différent. Ce contrôle est très intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est un contrôle dans un seul pays. Il n'y a pas ce côté européen qui est derrière. Et ce contrôle dans un seul pays est un contrôle qui correspond à une régulation à la main légère. Il se base sur un mécanisme différencié en fonction de l'intensité de l'aide. Il se base sur un mécanisme de transparence, de déclaration de l'aide. L'autorité de concurrence, le CMA, veuillez m'excuser, intervient, mais il intervient surtout à titre consultatif. Et les parties intéressées, c'est-à-dire les entreprises qui pourraient s'estimer lésées par le mécanisme d'aide, peuvent introduire des recours devant la Cour d'appel, le CAT, contre la mesure d'aide. C'est-à-dire on a une sorte de, j'allais dire, du private enforcement, d'une certaine façon. L'État intervient, j'allais dire, dans une tâche de conseil, de supervision, mais on assure la transparence, et vous connaissez tous le bon vieil adage, hein, la lumière est le meilleur désinfectant, et on permet aux entreprises privées, d'une certaine façon, d'engager des recours. Donc c'est une régulation légère qui est très intéressante. Alors, au final, et je vois que j'ai été excessivement long, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On a toujours, que ce soit en interne ou en externe, deux problèmes. La capture, l'information est asymétrique, on risque d'avoir des mécanismes d'aide qui sont sans arrêt renouvelés. Et le deuxième risque, c'est l'accusation de distorsion de concurrence. Et donc, dès lors qu'on a des mécanismes de filtrage, des mécanismes de contrôle qui sont basés sur des règles lisibles, stables, on peut limiter ce risque. Mais encore une fois, il y a deux choses à retenir et je m'arrêterai là. Premier problème, ces mécanismes peuvent être coûteux et donc il faut d'une certaine façon trouver une solution pour ne pas avoir des coûts, je mets les guillemets en disant ça, administratifs rédhibitoires. Et donc, bien évidemment, en fonction du type d'aide, on pourrait différencier. Et deuxième point, le mécanisme doit être redevable, accountable en fin de compte, et à partir de là, il doit reposer sur des règles stables, lisibles, susceptibles de recours, et ainsi de suite. Voilà, j'en ai terminé. Veuillez sincèrement m'excuser pour avoir été aussi long.
Non, mais je crois que tu es... oui, hein, tu as dépassé d'1 minute, donc ça va, tu vas être dans les temps. C'est pas comme Jean-François. Alors, je vous remercie tous les, du coup, 5, pour vos interventions passionnantes. Et alors, je vais vous repasser la parole dans le même ordre pour... réfléchis, là. pour toute réflexion ensuite à ce que vous avez entendu des autres panélistes ou par rapport à ce que vous avez entendu pour ceux qui sont là depuis hier sur les autres interventions. Je vais juste vous demander de vraiment être assez bref pour qu'on puisse avoir ensuite des questions de la salle, le cas échéant, sans finir trop tard. Alors, Sébastien, je te... Ça marche? Okay. Oui. Oui, je pensais à 3 choses quand j'écoutais mes copanélistes. Il y a des choses que... C'est vrai que le protectionnisme permet aux industries donc, naissantes de pouvoir exister. La théorie veut que ça ne dure qu'un moment. Le temps qu'elles atteignent une certaine vitesse de croisière. Le problème qu'on a dans nos territoires, c'est que ce début, il est infini. Ça ne s'arrête pas. On est dans des situations où on continue de protéger les entreprises. La difficulté, c'est que le protectionnisme, il engendre aussi des situations de rente. De rente à 2 niveaux au moins. Premièrement, il y a une rente de protection, du coup, puisque la protection existe et permet à l'entreprise de pouvoir perdurer et vendre à des prix aussi un peu plus élevés compte tenu du contexte économique, ça va lui créer une rente de protection. Le deuxième niveau de rente, c'est au niveau des recettes fiscales. Les collectivités vont percevoir une ressource assez substantielle compte tenu de cet enjeu de protection des entreprises locales. Si bien qu'elles-mêmes, par rapport à la question de la souveraineté alimentaire, le sujet se pose aussi, est-ce qu'il est avantageux pour les collectivités d'avoir finalement, de réussir le pari de la substitution d'importation quand elles risqueraient de perdre en ressources fiscales. Donc la question peut se poser aussi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, on l'a vu, c'est que le protectionnisme, il a tendance à augmenter les prix, que ce soit par les quotas, par les stops ou par une pratique tarifaire, ça augmente les prix. Et cette augmentation des prix, ça creuse des inégalités. On sait que les taxes indirectes sont supportées par les ménages, mais j'ai le mot injuste qui me vient à l'esprit, mais ce n'est pas ce que je voulais dire exactement. Que ce soit le ménage pauvre ou le ménage riche, le niveau de la taxe est la même, alors que les revenus de ces 2 agents est différent. Donc il y a un côté d'inéquitabilité, voilà, au niveau de la taxe indirecte, donc des droits de douane. Ça veut dire que, j'arrive à mon 3e point, compte tenu de ces niveaux d'inégalité, il y a une dimension de redistribution qui doit se poser. Je prends le cas de l'octroi de mer. Pour l'instant, l'octroi de mer, le produit de l'octroi de mer, est destiné à abonder les caisses des collectivités, et dans 2 sens. D'une part, la dotation globale de garantie, qui est en fait du budget des collectivités, mais qui est destinée finalement dans les faits à du fonctionnement, et une part qui est normalement réservée à de l'investissement, mais la façon dont la construction de ce fonds a été faite fait que la partie réservée normalement à l'investissement est relativement faible. Si bien qu'on alimente essentiellement du fonctionnement. La difficulté derrière, c'est qu'on a des territoires qui ont besoin d'être aménagés, qui ont besoin d'être rénovés, donc qui ont besoin d'être modernisés, aussi parce qu'elles ont besoin d'être source d'attractivité de population et de retour au pays. Il y a ces questions qui se posent. Mais si on ne fait pas assez d'investissement et on fait plus de fonctionnement, à un moment donné, il y a une difficulté qui se pose. Voilà, donc c'est 3 choses qui me venaient à l'esprit en vous écoutant. Jean-François ? C'est bon. Oui, puisqu'on vient sur l'octroi de mer, je vais rebondir, parce que j'ai travaillé un petit peu sur le sujet. Alors d'abord, pourquoi la protection de nos entreprises sont permanentes ? Tout simplement parce que les handicaps structurels sont eux-mêmes permanents.
Voilà, donc on n'est pas du tout en fait dans la théorie des industries naissantes, hein, qui effectivement à un certain moment, quand elles ont atteint un niveau de maturité, peuvent effectivement, enfin il n'y a pas vraiment de contraintes en face, tandis que nos contraintes structurelles, elles ne changeront pas, elles seront toujours là. Et c'est pour ça que l'idée de la protection, qui n'est pas d'ailleurs une vraie protection, nous parlons plutôt de compensation. Nous ne parlons pas de protection. Hein. Quand nous travaillons sur l'octroi de mer, nous parlons de compensation des handicaps structurels. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. L'idée, ce n'est pas de protéger les entreprises, c'est simplement de permettre aux entreprises justement de bénéficier d'un environnement concurrentiel par rapport aux importations. Voilà. Donc alors ensuite, sur l'octroi de mer, oui, il y a effectivement des possibilités de situation de rente, il y a des possibilités de captation de la ressource par les collectivités locales sur des dépenses peut-être qui ne seraient pas très utiles, mais je rappelle quand même que dans ce fameux fonctionnement, il y a la commande publique, et qu'à La Réunion, par exemple, c'est 1,5 milliard, hein, la commande publique. S'il n'y avait pas l'octroi de mer, les communes ne pourraient pas financer autant de commandes publiques. Je rappelle aussi que c'est des emplois territoriaux. Voilà. Probablement, il y en a trop, ouais, peut-être, hein. Mais c'est malgré tout des emplois territoriaux, donc des revenus qui sont distribués, donc de la consommation, et donc les effets d'entraînement à la Keynes. Hein. Donc là, il y a tout un tas d'effets induits qu'il ne faut pas négliger. Et je rappelle aussi que le fait de maintenir, on n'insiste pas suffisamment là-dessus, pour moi, c'est une loi qui doit vraiment intégrer la conscience de nos compatriotes. Nous serons toujours dans un environnement à prix élevé, qu'il y ait protectionnisme ou pas. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est structurel. Certes, il y a une marge de manœuvre, peut-être. Voilà, on peut peut-être réduire un petit peu les prix. Nous serons toujours sur des... On parlait d'Hawaï tout à l'heure, qui, si j'ai bien compris, pas tant tourné vers le protectionnisme. Voilà. Mais pourtant, si vous comparez l'indice Big Mac, donc le Hawaï a 1,5 $ de plus que la moyenne des États-Unis. Hein. Donc il montre bien que même, voilà, on est en économie insulaire éloignée, forcément il y a des handicaps structurels qui font que les coûts de production, les coûts d'approche, un certain nombre d'handicaps structurels, en tout cas, nécessitent un niveau de prix plus élevé que sur le continent. C'est comme ça. Voilà. Et donc en fait, le fait de maintenir une production locale, ça permet aussi, même si cette production locale va produire à des coûts plus élevés, c'est normal, hein, et affichera des prix plus élevés que les importations, mais le fait d'avoir la production locale, ça fixe un prix plancher qui va discipliner les importateurs. Voilà. Et quand on sait que la chaîne de distribution des importations est détenue par quelques acteurs seulement, et donc en situation de concurrence totalement oligopolistique, voire monopolistique sur certains secteurs, on voit bien que ce n'est pas les importations qui vont permettre de réduire significativement le niveau des prix. Pour ça, moi j'insiste, pouvoir d'achat, il y a les prix, il y a surtout les revenus. Travaillons sur les revenus, d'abord, sur la quantité de revenus générés par nos économies, donc il faut revoir nos modèles économiques, et travaillons sur la redistribution de ces revenus au sein de nos territoires pour que cette richesse ne profite pas qu'à certains, mais qu'elle soit très largement diffusée au sein de nos populations. Voilà. Merci Jean-François. Alastair, sorry, I skipped you earlier in the ranking of the panelists, but any additional thoughts on the basis of what we've said? So thank you very much indeed. This has been intellectually and practically an absolutely fantastic experience. I just wish I was there, and I wish we could continue more. I've been thinking, listening to the interventions, that New Caledonia is a very small place. The European Union is a very big place. But actually listening to all the comments about the need to control foreign subsidies, the need to control domestic subsidies, the need to control foreign investments coming in, investments going out, all this means that in addition to competition and protection, we have the word cooperation. In Europe at the moment, we are faced with this question of strategic autonomy. And in a way, that's what a lot of your speakers have been talking about for New Caledonia, especially in the food and fisheries and self-sufficiency area. And what we're looking at in the area of defense in Europe, for example, is the need for countries that historically have been completely independent in the field of standards, in the field of procurement, totally autonomous, and all of a sudden now faced with the Russian threat,
the Chinese threat, the United States threat, which is possibly the biggest one of all after 80 years of cooperation. We have to do things together between 27 relatively small states. So we are all small. We are all small. And the key word in Europe at the moment is cooperation between the Commission and the 27 member states, and between the 27 member states with each other, and with our near neighbors like Norway and Switzerland. Okay? Listening to your colleague from Vanuatu, there's a lot to be understood, a lot to be, I think, learned from the experience of Vanuatu over the last 10 or 20 years. Vanuatu is a sovereign state. New Caledonia isn't. You all, being non-sovereign in a WTO or a world organization of 166 sovereigns, okay, you need to take account of that lack of sovereignty, lack of strategic autonomy, which derives from your constitutional relationship with France. Make the most of the relationship with France, make the most of the relationship with the European Union, make the most of the relationship with your near neighbors like Vanuatu, but also Australia, New Zealand, Fiji, and the other countries in the Pacific region, as I recommended in my report. Because the need has got greater in the last 5 years since I wrote the report, not less. COVID, the Ukraine crisis, the China crisis, the US crisis. So I think there's a need for closer cooperation between the government of New Caledonia, the private sector in New Caledonia, which I witnessed when I was there, and the outward-looking cooperation. And I know resources are limited. I understand that. And so maximum effort has to be made to attract new investment, stimulate the education sector, stimulate innovation to the extent you can, but in cooperation as a complement to competition and protection. Sorry for Pascal not to be clearer, but it's difficult to add to the richness of the discussion which I've heard. It's been fantastic. Thank you very much. You've been very clear. So good. So fine. Thank you for your insight. Noah, anything you'd like to add? Thank you, Madam Moderator. I think Alista has actually taken out everything from what I wanted to say. I think partnership is so important. That's why New Caledonia is also a forum member, and regional integration is so important. Yes, there will be challenges in terms of attracting investment and ensuring that the investment from New Caledonian businesses is going to be easier to actually reach out. But, take the account of the geographical location as well. You are well positioned in ensuring that the investment from New Caledonia can go around island countries. And the most important one as well is because we have a common history as well with France. Language can be, a play that you can actually use it as well in terms of, investing in Vanuatu and, joint ventures with local businesses, for instance. We have a number of, New Caledonian businesses already present in Port Vila, but the issue is that, we can expand it throughout the whole archipelago and ensuring that from here you walk towards expanding it to the other parts of the Pacific Island countries, for instance. Take the example of domestic or regional connectivity. New Caledonia has a very good strategic location in terms of moving not only goods but also flights around the Pacific. It's important to highlight that. But for me, I think what I can provide as suggestions to the New Caledonian environment is that this partnership is so important, and using what you have already within the French arena, it will help us well in terms of making sure that regional trade agreements or bilateral trade agreements will help us well, and ensuring that these integrations can help us well. You cannot remain closed forever. You need to open up so that we can actually work together. And I think Fiji has also alluded to as well that they want to invest
in New Caledonia, but the investments policies are very strict. We have to go back to Paris to get the clearance and all these things. So that's why it's kind of difficult. For instance, I take the example of Vanuatu's beef to New Caledonia. I mean, I used to study in New Caledonia, and we used to enjoy a lot. I just went to New Caledonia like 2-3 weeks ago, and I've seen the limitations. I mean, that's where it comes back again to tariff or even the non-tariff measures that you're limiting only for 5 kilos to actually transport it. But in terms of opportunities to set up businesses or even export beef to the hotel chains and all these things, is not there. So I think that's something really that we can work on in ensuring that whatever products that New Caledonia produce there, they can come and enter the market as well. I think that's one of the issues as well. Agriculture, we have a lot to offer between ourselves, but yet the NTBs, I would say, that will always be an issue. And then it comes back to standard and quality will always be an issue, but it doesn't stop us to dialogue. I think dialogue is so important, and then we can come up with something that everyone is in a win-win situations, and we can see what is happening with regional trade agreements. Even I would say PESA Plus is an example, and I know that New Caledonia is still considering that. But for instance, Pacific Island countries trade agreements, that's an area that we can look at as well. Services, for instance, tourism sector, it's something that really New Caledonia has a great potential. And how you can learn from Fiji or even to some extent Vanuatu, that will be something that we can actually work together. That's why I said, partnership, cooperation, and sharing of best practices will help in ensuring that we can be in the future a place where, a place of choice that investors or partners can come in and work with us, because they will understand that this is an area where we can say we can work together and have that stability, because as we're seeing now in the European continent, there is a lot of instability that we can see in terms of the Russian and Ukraine war, and they want to see something else. So that's where the Pacific can be a place where they can choose as I would say safe haven for them to do businesses. Thank you, Noah. We can see your hand being extended to New Caledonians, so I hope people here will take it up. Frédéric, any additional comments? Oui, peut-être deux commentaires. Le premier, ce serait peut-être relatif, on en a parlé là tout de suite sur la protection des industries de l'enfance. En effet, on n'est pas dans ce modèle de politique industrielle dans laquelle on a un secteur naissant, sur lequel on va appliquer une protection de court-moyen terme et au bout d'un moment, laisser le secteur voler de ses propres ailes. On est plus dans des problèmes d'économie de taille réduite, en position périphérique, ceux qui causent des surcoûts inévitables, inéluctables et par définition durables. Et donc là, on est plus dans une thématique, j'allais dire, de handicap régional relatif, qui va supposer une intervention qui ne va pas être une intervention simplement transitoire, mais une intervention qui va devoir être pérenne. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de compensation, c'est clair, il va falloir d'une certaine façon faire des protections qui soient mises à ce qui est nécessaire, qui vont encourager des gains de productivité, mais qui n'ont pas vocation à disparaître. Et il y a un deuxième point sur cette même notion de protection qui est très importante. Certaines barrières sont aussi, je pense aux barrières tarifaires, sont aussi des revenus. Et donc, effectivement, il faut prendre en compte les deux dimensions. Quand on parle de redistribution, fatalement, ça peut jouer. Donc ça, c'est vraiment cet argument qui vient d'être mis en exergue de complexité et de pérennité de la protection qui, à mon sens, est très important. Deuxième argument qui a été abordé à l'instant et qui m'apparaît tout aussi important, c'est l'argument de l'intégration régionale. C'est-à-dire l'intégration régionale peut donner
aux entreprises néo-calédoniennes, mais aussi aux entreprises du Vanuatu ou des Fidji, un marché plus large qui permet de faire des économies d'échelle, des économies d'envergure et qui permet, j'allais dire, cette montée des entreprises. Et donc ça, c'est absolument fondamental, cette intégration régionale est fondamentale. Et là, à nouveau, les règles sont simples, c'est de l'harmonisation, fatalement, de l'harmonisation au point de vue de la réglementation, et c'est tout ce qui peut être fait pour réduire les coûts de transaction, c'est-à-dire faciliter les échanges. Et là, je pense que c'est aussi une dimension qui est absolument centrale. Pas facile, parce que les cadres sont très différents, au point de vue institutionnel, au point de vue juridique, mais absolument essentiel. Merci. Bon, j'aurais une question, mais je vais pas la poser, parce que je voudrais vraiment donner la possibilité à la salle de poser des questions aux panélistes. Donc, s'il vous plaît, alors, et madame, à gauche, là-bas, si le micro pourrait lui arriver. Alors, j'avais 3 petits points. Une première, c'est une précision. Les mesures de régulation de marché qui s'appliquent en Calédonie concernent les positions douanières et pas les entreprises. C'est une précision qu'il faut apporter parce que beaucoup font la confusion et pensent que ce sont les entreprises qui sont protégées, ce sont les produits. Et j'avais une question sur la corrélation qu'on fait systématiquement avec les mesures de régulation et la vie chère. En Calédonie en particulier, les produits régulés pèsent entre 3 et 5% à peine de l'ensemble des produits qui circulent en Calédonie. Est-ce que réellement on peut considérer que le coût ou la vie chère ou les prix élevés peuvent être imputés à une si petite partie de la consommation? Il suffit de regarder les rayons en Nouvelle-Calédonie pour comprendre que ça pèse vraiment très peu. Déjà, les produits locaux sont peu, et en plus, à l'intérieur de ça, les produits qui sont régulés sont peu. Et du coup, ça m'amène à la 3e remarque, qui est sur la position, enfin la mesure tarifaire. Il y a un travail qui doit être obligatoire en même temps corrélé, et ça, je pense que M. Rotterer va savoir de quoi je veux parler, c'est l'étude sur la structure des marges. Parce que les mesures tarifaires sont éventuellement intéressantes ou peuvent être efficaces, mais elles peuvent être complètement gommées si derrière la politique de marge qui s'applique aux produits gomme ce différentiel qui a été créé pour compenser cette perte de compétitivité qu'a la production locale. Voilà. Et ça, c'est un sujet qu'on a systématiquement du mal à faire déboucher. Et actuellement, on a un travail qui va être mené d'audit, qui aurait dû être fait sûrement bien avant, d'évaluation de ce que sont les politiques de mesure de régulation de marché en Nouvelle-Calédonie. Mais le pendant devrait être un travail sur les marges. Et aujourd'hui, je ne sais pas où en est le chantier qui devait être mené, je crois, par l'autorité de la concurrence calédonienne. Voilà. Alors, je ne vais pas répondre pour l'autorité de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si Stéphane souhaite répondre. Donc là, je vous laisserai éventuellement lui en parler après les échanges qui viennent. Là. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre sur la question du poids de la partie de l'économie qui est protégée dans le poids général dans l'économie et en quoi le fait de protéger une position douanière plutôt que les entreprises, je ne sais pas si l'un d'entre vous sur le panel souhaite répondre ou commenter. Oui, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir une barrière tarifaire ou non tarifaire, de toute façon, ça, on l'a vu, on l'a dit un peu tous, je crois qu'on est un peu unanime, ça a tendance à exercer un effet sur les prix à la hausse. À partir du moment où les prix augmentent, on ne peut pas dire que les consommateurs ne sentent pas cet effet de prix. Reste à savoir de quel pourcentage il s'agit. Comme vous dites, apparemment, c'est de 3 à 5% en ce qui concerne les produits concernés par ces barrières. Mais c'est un coût qui est supporté par l'ensemble des consommateurs. Eux, de leur côté, il faut voir dans quelle mesure ils ressentent ce surcoût. Les ménages modestes et les ménages aisés n'ont pas le même ressenti par rapport à cet effet prix. Et je crois que justement, et je rejoins mon camarade Jean-François qui parlait de l'effet revenu, même s'il y a un effet prix qui est supporté par les consommateurs, il peut être compensé par l'effet revenu. Mais il se trouve que la redistribution qu'on pourrait faire, me semble-t-il, ne compense pas assez les ménages par rapport à ce surcoût. On fait enfin, dans le cas de l'Outre-mer, on redistribue beaucoup pour ce qui va financer la dépense de fonctionnement. Tout à l'heure, je disais aussi qu'il y a un besoin de dépenses d'investissement parce que
quand vous êtes dans un territoire, même si c'est un ménage qui a les moyens de pouvoir consommer, de pouvoir se soigner, mais s'il n'a pas en face une offre pour répondre à ses besoins, donc là, on a ce que Sen appelle un problème de capacité. Donc il faut qu'on investisse dans le territoire pour justement aussi lutter par la vie chère de ce côté-là. Donc moi, je crois que si les barrières douanières ou barrières tarifaires ou non tarifaires exercent un effet sur les prix, donc exercent un effet sur le pouvoir d'achat des ménages, chaque ménage ne le ressent pas de la même façon. Mais derrière, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est sur les revenus. Je peux compléter. Jean-François, vas-y. Je vais compléter. J'aurais tendance à vous dire, heureusement que la barrière douanière augmente les prix. C'est l'objectif pour permettre aux entreprises locales d'être rentables face aux importations. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça explique la vie chère. La vie chère, c'est tout un tas de facteurs. Voilà, dont celui-là, dont on pourrait les coûts d'approche, enfin, il y a plein de facteurs hein, qu'on pourrait identifier. Mais c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on arrête de bloquer sur l'argumentation des prix. Parce que notre contexte local fait que nous avons besoin d'un environnement à prix un peu plus élevé pour que nos entreprises puissent exister. Donc si on part du principe que nous sommes supérieurs sur les coûts fixes, sur les coûts variables, et qu'en plus notre échelle de vente, parce qu'on a un tout petit marché, et ben, la seule variable d'ajustement qui reste, c'est les prix. Hein. Et donc si on veut on veut maintenir un niveau de rentabilité similaire à une entreprise de l'Hexagone, par exemple, qui investirait notre marché, ben, il faut que nos entreprises puissent être rentables et donc puissent pratiquer des prix un peu plus élevés. Voilà. C'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. Donc tant qu'on va bloquer sur l'argumentation des prix, on n'avancera pas. Il faut aller sur les revenus. Voilà. Donc Hawaï, les prix sont probablement peut-être même plus élevés. Alors il faudrait comparer, mais à mon avis c'est même plus élevé qu'à La Réunion. Mais Hawaï c'est 64 000 $ par habitant hein, en revenus annuels. Hein. La Réunion c'est 30 000. Bon. Je veux dire, à un moment donné, voilà, il faut travailler sur les revenus. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi sur les prix. Voilà. Mais la marge, on ne gagnera pas beaucoup sur les prix. Le principal argument, c'est effectivement la politique de concurrence pour surveiller effectivement qu'il n'y ait pas d'abus sur les marges. Bon. Mais fondamentalement, on ne gagnera pas énormément sur les prix. Par contre, on peut gagner beaucoup sur les revenus en créant plus d'emplois et en distribuant plus de revenus et en répartissant, comme l'a dit Sébastien, en redistribuant, donc en répartissant un peu mieux la richesse voilà, qui arrive sur nos territoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, monsieur, vous n'étiez même pas là. Je sais, ce que j'ai regardé, vous n'étiez même pas là. Alors, qu'avez-vous à nous dire ce soir? Faudrait qu'il marche. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Non, mais c'est pas la même chose qu'hier, parce qu'il y a des gens qui finissent par bien définir ce que nous, on explique depuis des années. Vous pouvez pas, effectivement, avoir un environnement qui est détestablement plus cher et puis être moins cher à la sortie. C'est impossible. Personne. Par contre, c'est ce qu'on nous demande. Vous avez raison de l'expliquer, monsieur, mais nous, c'est ce qu'on nous demande. D'être moins cher en ayant un environnement le plus cher du monde. C'est un peu compliqué. Cela dit, nous travaillons depuis des années, nous, à accroître le pouvoir d'achat, car c'est la solution. On est bien d'accord. Nous avons demandé depuis des années une forte baisse des charges sociales. Et lorsqu'en Calédonie, on a fait l'erreur de mettre en place une taxe à la consommation. Nous, on préférait que ça se passe en amont, hein, à l'arrivée et pas à la sortie. Il faut savoir qu'une taxe en amont, elle est sur le prix de revient, et souvent le prix de revient, il est comme ça. C'est à la sortie qu'il est important parce qu'il y a les intermédiaires, etc. Alors que, effectivement, quand vous mettez une taxe à la conso, c'est pam, c'est direct, c'est sur le prix final que ça monte. Donc nous, on a expliqué, si vous voulez mettre une taxe à la consommation, nous, elle s'appelle TGC, pas TVA, mais c'est pareil. Et à ce moment-là, vous mettez des points qui vont servir à nous permettre de baisser les charges sociales. Donc, ce delta, on le donnera aux salariés et partiellement aux entrepreneurs. On nous a dit « Oh, c'est idiot ». Un peu en ce moment, c'est ce qu'on est en train de nous proposer. Nous avons même aussi évoqué les possibilités de se tourner vers des modèles, puisqu'on nous parle de la régionalité. Australie, Nouvelle-Zélande, les charges sociales sont très faibles parce que la collecte fiscale se fait sur la consommation. Et vous avez raison. La solution, c'est la conso. C'est la consommation. Vous pouvez accroître la conso quand vous avez du pouvoir d'achat. C'est une évidence. Et selon les modalités et les objectifs, nous avions proposé des solutions qui permettent d'avoir entre 9 et 25, voire 30% de pouvoir d'achat en plus par salarié, sans dépenses supplémentaires de l'entreprise.
C'est pour changer de sujet par rapport à hier, parce qu'hier j'ai été plus vif et je parlais des gens qui ne connaissaient pas le sujet dont ils parlaient. Mais voilà, merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir? Non. Est-ce qu'il y a une autre intervention ou question? Monsieur. Oui, bonsoir. Je trouve malheureux, malgré la qualité des interventions et tout ce que j'ai pu entendre ce soir, qu'il n'y ait pas de politique dans la salle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce que vous avez dit. Pardon? Donc effectivement, bon, c'est un point que je trouve dommage. Bon, je voudrais effectivement rebondir sur ce que vient de dire mon collègue, parce qu'effectivement, je suis moi-même donc dirigeant d'une entreprise locale qui bénéficie de protection de marché, parce que c'est un gros sujet. Il y a une chose que je trouve malheureuse aussi, c'est qu'on compare toujours les prix en Nouvelle-Calédonie aux prix en métropole. Je ne vois pas pourquoi on se tourne vers la métropole alors qu'on a tout un environnement entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon ou autres, effectivement, où on pourrait comparer les prix et constater que même sur des pays où vous avez 10 fois plus d'habitants qu'en Nouvelle-Calédonie, vous vous retrouvez avec des prix qui sont plus chers qu'ici. Donc je trouve dommage de toujours comparer ça à des grandes surfaces en métropole, parce qu'effectivement, même si on dépend beaucoup de la métropole au niveau des importations, on a quand même un environnement local qui fait que vous pouvez constater que sur les marchés autour de nous, en fait, les prix sont souvent plus élevés qu'en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je voulais juste faire ces remarques-là. Après, effectivement, par rapport à tout ce que vous avez pu dire, les protections de marché, même si elles sont importantes lorsqu'une entreprise démarre, bah, effectivement, par rapport à ce qu'a dit M. Warou, de toute manière, vous êtes obligé de les conserver, parce qu'à partir du moment où vous les enlevez et vous retrouvez avec une entreprise locale qui est en concurrence avec l'environnement international, la taille du marché fait qu'une manière, vous ne pouvez pas être concurrentiel. Donc après, ce sont des choix politiques à faire. Si vous avez que 7% ou 5% ou encore plus que moins que ça du secteur économique qui est protégé, par rapport à l'emploi, par rapport à ce que ça génère au niveau du pouvoir d'achat, par rapport à ce que ça génère au niveau des rentrées fiscales, etc. C'est des choix politiques qui sont à faire. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'assume pas ça. Il y a des débats qui sont stériles entre l'importation. On ne pourra pas tout produire, c'est sûr, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique dans la salle, il n'y a pas de stratégie industrielle. Donc on tourne en rond et on est dans des batailles depuis des années entre l'importation et la production locale qui sont complètement stériles. Donc voilà, c'était juste mon commentaire. Merci. Alors sur ce point, moi j'aurais deux remarques. Un, c'est que là où, je pense que votre intervention rejoint totalement le constat qu'ont fait un certain nombre d'intervenants aussi, qui consiste à dire que c'est un choix de société, hein, cet arbitrage entre ces différents paramètres. Et je dois dire, avec les organisateurs, nous ne pouvons que regretter l'absence d'élus dans la salle, comme vous. On trouve que c'est un peu dommage par rapport à la teneur des échanges. Et alors, je suis désolée, c'est la fin de la journée, j'ai oublié mon deuxième point. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Et je ne sais pas s'il y a... Oui. Non, tu veux dire quelque chose, Stéphane, ou hein? Attends, je ne comprends pas ce que... Oui. Tu veux dire quelque chose? Bon, bah, tu me montres le micro, quoi. Je veux dire. Oui, très rapidement. Moi, je partage la position. Je ne vous le cache pas. Donc, l'objectif de ce colloque, c'est de débattre dans tous les sens, le plus librement possible et sans tabou, comme on dit. Donc, je pense que ça, c'est déjà une excellente chose. Je partage la position de M. Calonne. Sincèrement, on aurait aimé, puisque ce débat est ouvert à tous et aux entreprises, que les élus... Alors, hier... pour répondre quand même à votre question, on a eu le premier vice-président de la province sud qui est venu. Bon. Mais on en a eu un, il n'y en avait pas eu beaucoup. Donc là-dessus, je partage ce point de vue et c'est un peu triste. Surtout que ça permet justement à prendre la hauteur sur beaucoup de choses, sur des questions qui sont complexes et qui engagent la Calédonie et sa reconstruction. Pour répondre quand même à Madame Frère, juste sachez-le, alors je le dis très clairement, on est peu nombreux, hein, donc je le dis entre nous. Lorsque je suis arrivé sur le territoire, et que d'ailleurs on en a parlé avec Jean-François et avec Sébastien, qu'on voit les protections de marché, on est un peu surpris. Bon,
on est un peu surpris, et je parle essentiellement des STOP et des QTOP. Je ne parle pas pour l'agriculture, hein, je parle évidemment pour l'industrie de transformation. Et on connaît très bien le tarifaire, etc. Et puis on essaye de comprendre, on essaye d'avoir une vraie vision, et on se dit comment véritablement concilier cette économie qui est structurellement en déficit, enfin, complexe, hein, éloignée du fait de l'éloignement des marchés, des économies d'échelle particulièrement difficiles. Et justement, ce colloque est là pour trouver peut-être la voie du milieu. C'est ce que tu disais, Jean-François, la vérité peut-être au centre. Et lorsque on a abordé les protections de marché, je vous rassure, hein, je tiens sincèrement à le dire pour répondre à Madame Frère, on a aussi analysé toutes les problématiques de marge. On l'a vu parce qu'on avait déjà une étude qui avait été faite, un avis 2020 sur les marges, notamment dans la grande distribution. Et très rapidement, et je vous l'indique, puisque notre feuille de route, et Mme Frère a raison de le dire, en 2025, c'est d'aborder les marges. Donc ça a été suscité au gouvernement, et ce n'est pas un secret de dire que si on a été saisi pour avis, c'est parce que le président de la concurrence a souhaité être saisi pour avis. Donc je répondrai à votre question. L'instruction est en cours. Benoît Cœuré en a parlé, je ne sais pas si vous avez fait attention dans sa remarque, l'autorité française de la concurrence est en train de mettre en place une stratégie pour apprécier les marges dans la grande distribution à la Martinique. Donc nous sommes en lien avec l'autorité de la concurrence française pour mettre en place une méthodologie qui soit très très efficace, qui prendra un petit peu de temps, je ne vous le cache pas, mais qui a vocation à la fois à déterminer les marges intégrées et les marges arrière qui existent certainement, et de toute façon on va essayer de les découvrir, en Nouvelle-Calédonie, comme ça existe à la Martinique, à la Réunion et dans tout l'outre-mer. Voilà, soyez certains de ma détermination sur ce dossier, mais c'est le secret de l'instruction, c'est Madame la rapporteure générale qui est en cours, donc je ne peux pas en parler. Voilà. Merci Stéphane. Sur cette dernière... Pascal, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Mais bien sûr, allez-y, Esther. J'ai juste une petite question. Non, parce que en écoutant ce débat, il y a un élément qui manque, il me semble. C'est que aux États-Unis, par exemple, la politique tarifaire de Trump est liée aux investissements. C'est-à-dire que Trump dit... rightly or wrongly, n'est-ce pas, qu'il augmente les tarifs et en compensation, pour éviter les tarifs, il faudrait des investissements. Est-ce qu'il y a une attirer, des nouveaux investissements? Par exemple, appliquer des tarifs, appliquer une politique de protection limitée en durée, limitée en scope, etc. Bien. Mais est-ce qu'il y a une politique calédonienne pour attirer des investissements? Et si oui, dans quel secteur? Et est-ce qu'il y a un lien entre la politique commerciale extérieure de la Calédonie et l'attraction des investissements nouveaux pour stimuler l'économie, pour donner de l'emploi aux jeunes, etc. Ou est-ce que c'est tout simplement tarif pour protéger tout simplement? Alors, il y a un monsieur dans la salle qui lève la main. Peut-être que vous souhaitez répondre à cette question. Moi, je sais que je n'ai pas la réponse. Oui, alors, de manière indirecte, je répondrai à la question. Je suis monsieur Herbeau, je suis recycleur de déchets de papier-carton en emballage en cellulose moulet, et une entreprise qui n'est pas tout à fait récente, mais enfin qui est en phase de démarrage et qui aujourd'hui se trouve effectivement bloquée par rapport aux critères de régulation de marché, puisque notre premier compétiteur, c'est la Chine. Et donc, on ne peut pas se trouver au tarif chinois, c'est impossible. Mais pour répondre à votre question, il existe aujourd'hui, dans le système des régulations de marché, un tas d'engagements, dont les investissements. Donc ça, ce n'est pas un problème, c'est clairement défini. Et on est supposé, depuis 2019, depuis la mise en place des nouveaux modes de fonctionnement des régulations de marché, prendre des engagements sur un tas de critères, dont les investissements, dont l'emploi, dont la politique sociale, etc. Donc ça, ce n'est pas un problème, c'est défini. Et normalement, ça devrait faire l'objet d'une étude qui, au vu des réponses, accorde ou n'accorde pas les protections de marché. Le vrai problème, c'est que, on l'a dit, ça se répète,
Il n'y a pas de définition politique de ce qui doit être régulé ou de ce qui ne devrait pas être régulé. Ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi des engagements. Donc, s'il n'y a pas de suivi, forcément, il y a des dérives. Alors, par rapport à la question d'Alastair, je pense qu'elle portait plus directement sur l'investissement étranger. C'est-à-dire comment, d'une certaine façon, être un endroit attractif pour l'investissement à l'étranger. Stéphane, je ne sais pas si tu voulais répondre. Sinon, je crois qu'il y a le monsieur là-bas à le micro. Oui, c'était par rapport à l'étranger. Je ne sais pas si on a quelqu'un dans... Enfin, je veux dire, par rapport au panel, nous, on n'a pas l'information. Monsieur, vous souhaitez reprendre la parole ? Oui, c'est par rapport à la question en fait, d'Alistair, justement. La remarque qui a été faite tout à l'heure, effectivement, c'est que ce sont des nomenclatures douanières qui sont protégées. Ça veut dire qu'indirectement, si vous voulez, s'il y a 10 entreprises qui veulent investir dans le secteur où il y a des protections à travers les nomenclatures douanières, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas une entreprise qui est protégée. Mais malheureusement, on est sur un marché de 275 000 habitants et encore il diminue tous les mois. Et à un moment donné, l'attractivité est très, très, très faible. Donc attirer des investissements étrangers sur le territoire à travers ce genre de protection-là, si vous voulez, ça ne débouche sur rien, quoi. Faut pas se leurrer. Très bien. Bien sûr, ces derniers mots, je vous propose d'en finir aujourd'hui. Donc demain matin, il y aura les ateliers vraiment pour le contexte très, très pratique, très concret pour la Calédonie, auquel les entreprises sont conviées, les 2 ateliers du matin. Et en attendant, eh bien, je vous propose de remercier nos panélistes de la dernière table ronde. Et puis ensuite, je vous souhaiterai une très bonne soirée.